Dans la forêt guyanaise, les fourmis sont partout. On en trouve plus de 900 espèces, de toutes les formes, de toutes les tailles. Voici l'histoire de 5 espèces de fourmis qui vivent dans une petite clairière perdue dans la montagne de Caux, en Guyane. 5 colonies au mode de vie très différents. Fourmiata, Essiton, Dacétone, Camponotus et Crématogaster occupent tous les étages de la clairière, du sol jusqu'à la cime des arbres. Elles sont nomades ou sédentaires, vivent le jour, la nuit, dévorent une incroyable quantité d'insectes ou sont végétariennes. Toutes ont tissé des liens privilégiés avec les arbres, les plantes, les champignons et les autres insectes. Jour après jour, dans cet enchevêtrement de vie végétale et animale, elles se croisent, se disputent la nourriture ou se frôlent dans l'indifférence, collaborent ou se battent pour leur territoire. Minuscules mais si nombreuses, la forêt tout entière semble vivre au rythme des fourmis. Le soleil se lève sur une clairière bordée de grands arbres. C'est ici, au plus profond de la forêt guyanaise, que cohabitent nos 5 espèces de fourmis. Des petits dômes de terre couvrent tout le sol de la clairière. Des pistes dégagées de toutes feuilles ou débris partent des entrées rondes et larges. Une immense fourmilière, celle des fourmis Atta, a pris possession du lieu. On reconnaît les fourmis Atta, coupeuses de feuilles, à leur tête bien séparée en 2 lobes. Elles vivent sous la terre. Pour se nourrir, elles cultivent un champignon dans un réseau de chambres et de galeries qui s'enfoncent sur plusieurs mètres dans le sol. Leur fourmilière est en perpétuelle expansion. Ce matin, les ouvrières creusent et remontent à la surface des boulettes de terre sorties des nouvelles galeries excavées. Un geste répété des millions de fois, jour après jour. La colonie Atta, installée dans la clairière, abrite des centaines de milliers de fourmis. Quelques mètres au-dessus des Atta,
À mi-hauteur dans les arbres qui bordent la clairière, d'autres fourmis s'affairent, très intéressées par des petits fruits bleus. Toutes pattes et mandibules en action, les fourmis décortiquent et emportent diligemment graines et pulpes sucrées des fruits. Cette récolte arrive un peu plus haut, dans une boule de couleur brune cachée au milieu d'un bouquet de plantes. Deux espèces de fourmis sont ici chez elles. Les Camponotus, à l'abdomen rutilant, cohabitent avec des fourmis 5 fois plus petites qu'elles, les étincelantes Crématogastères. Si les fourmis à tas cultivent un champignon, Camponotus et Crématogastères cultivent des plantes. Elles sont de véritables jardinières. Pour abriter leur colonie et se nourrir, elles fabriquent un nid en végétaux mâchés et vont ramasser des graines qu'elles sèment à l'intérieur. Les plantes poussent dans ce riche substrat, leurs racines renforcent la structure du nid. Avec le temps, elles donnent aux fourmis leur nectar, leurs fruits. En échange, les plantes sont protégées par leur gardienne à 6 pattes. Crématogastères et Camponotus ont bâti ensemble cette étonnante construction végétale. Un jardin de fourmis suspendu à plusieurs mètres du sol, symbiose parfaite entre des animaux et des plantes. Dans la forêt tropicale humide, des colonies entières de fourmis vivent exclusivement dans les arbres. À plus de 20 mètres de hauteur, la clairière abrite des habitantes discrètes et un peu étranges. Les fourmis d'acétone à la jolie tête en forme de cœur. Les dacétones ne cultivent rien. Ce sont des chasseuses. Elles installent leurs fourmilières dans les cavités naturelles des troncs et des branches en hauteur. Leur colonie est immense. Le réseau des différents nids couvre plusieurs arbres voisins dans la forêt. Aujourd'hui, il fait beau. La circulation des ouvrières est intense sur tout ce territoire aérien. Pour ne pas se perdre dans le dédale des branches, les dacétones déposent des phéromones, des traces chimiques odorantes qui marquent les chemins qui connectent les nids. Le monde des fourmis est un monde d'odeurs. Chaque rencontre est l'occasion de se sentir, par un effleurement rapide des antennes. Les fourmis d'une même colonie ont toutes la même odeur, comme un signe de reconnaissance qui les rapproche et maintient la cohésion du groupe.
L'intérieur de la fourmilière est le lieu de la vie sociale. Dans les fins tunnels de bois qu'un arbre a bien voulu leur offrir, les dacétones s'effleurent dans la pénombre. Elles se nettoient mutuellement, vérifient que tout va bien chez la fourmi voisine. Échange d'informations, soins, ces attouchements tactiles et olfactifs entre les ouvrières sont l'élément fondamental de la vie d'une colonie de fourmis. Plusieurs générations cohabitent dans la fourmilière, un peu comme une grande famille. La reine est la mère de toutes les ouvrières, qui ne sont que des femelles et sont donc toutes sœurs. Chez les dacétones, comme chez toutes les espèces de fourmis, les adultes s'occupent du couvain de la colonie. Les œufs, les larves, les nymphes. Une ouvrière nourrit une femelle ailée qui prendra son envol dans quelques heures peut-être pour fonder un autre nid. Les fourmis de la clairière, Atta, Camponotus, Crématogaster et Dacétone, forment des colonies sédentaires, comme la plupart des 900 espèces de fourmis présentes en Guyane. Mais la forêt n'est pas un lieu tranquille où chacun occuperait son étage, sa branche ou son trou. Ce jour-là, à quelques centaines de mètres de la clairière, en sous-bois, un danger se profile. Les fourmis et citons font leur apparition. Leurs colonnes courent à toute vitesse sur le sol, à la recherche de proies. Cette colonie de fourmis nomades et carnivores visite régulièrement les alentours de la clairière. Les écitons sont de grandes prédatrices. Elles sont une menace permanente pour toute la petite faune de la forêt. Elles sont rapides, agiles. Aucun obstacle ou presque ne peut les arrêter. Le corps d'une éciton peut servir de passerelle, de marchepied. Ses sœurs la foulent, s'agrippent, la piétinent. Tous les muscles tendus, elle reste immobile. Dans cette position que nulle à part elle-même ne lui a dit de prendre, et de soudainement quitter. Les éclaireuses ont trouvé un nid de guêpes. Elles déposent aussitôt des phéromones pour attirer leurs sœurs sur la piste qui mène jusqu'à la cible. Les couvains de guêpes et de fourmis sont les proies préférées des écitons. Pas de fourmis en chef pour mener l'assaut. Les décisions sont prises comme par contagion. Le mouvement de quelques-unes vers le nid de guêpes entraîne le mouvement des autres.
L'assaut est brutal. Les ouvrières et citons possèdent de puissantes mandibules et un dard venimeux qui paralyse leur proie. Le pillage bat son plein. Les guêpes adultes sont tuées et emportées. Le couvain, si délicatement nacré et juteux à manger, sera servi encore vivant à leurs sœurs fourmis restées au nid. Pendant que des ouvrières repartent avec le butin, d'autres continuent leur razzia dans la forêt. Aujourd'hui, un nid de guêpe est mort. Et aussi un papillon infesté de champignons, encore accroché à un tronc. Les fleurs écloses hier tombent et pourrissent aussitôt. La forêt tropicale était prise de vitesse. La chaleur et l'humidité accélèrent les cycles de vie et de mort de ses habitants. Les arbres se dépêchent de fleurir, quelques jours d'une splendeur éphémère. Chacun doit faire sa place dans cet empilement des vies. En sous-bois, les lianes s'entremêlent sur les troncs. Il faut s'accrocher et grimper vers la lumière. Je m'appuie, tu me portes, je t'étouffe, semblent se dire les vies végétales de la forêt. De longs étranglements, une lutte âpre et silencieuse, dans une lenteur qui nous est imperceptible. Sous les tropiques, le crépuscule est très court. Notre communauté de fourmis se prépare à la nuit. Les nomades et citons ont trouvé refuge dans les racines entremêlées d'un arbre mort. Elles y forment un bivouac provisoire pour la nuit. Les soldates, têtes blanches et mandibules impressionnantes, protègent l'entrée. À l'intérieur, pas de racines de plantes pour soutenir le nid comme dans un jardin de fourmis. Pas de chambre creusée dans la terre comme les hâtas. Les écitons elles-mêmes forment les murs, les couloirs, les salles de leur fourmilière. Un demi-million de vies accrochées les unes aux autres. Caché au cœur de cette masse vibrante, ce qui est à protéger avant tout, leur reine et leur jeune sœur encore sans défense.
Dans la clairière, les Camponotus et Crématogaster ont rejoint leurs nids respectifs à l'intérieur du jardin. Quelques dacétones rôdent encore sur les branches. Les colonies de fourmis vivent à des rythmes différents. Le jour, la nuit. Dans la forêt, elles se partagent le temps. En contrebas, c'est l'heure où la fourmilière Atta s'agite. Les ouvrières sortent couper les morceaux de feuilles nécessaires à la culture du champignon qui les nourrit. Les coupeuses de feuilles Atta montent à l'assaut des arbres. Une ascension à la force des pattes, parfois jusqu'à 30 mètres de hauteur. Sous la lune et des heures durant, les ouvrières découpent cette matière végétale dure et fibreuse qui sera mâchée, puis ensemencée de champignons par leurs sœurs restées dans les profondeurs du nid. Un travail d'équilibriste, là-haut dans la forêt. À l'échelle de ces ouvrières fourmis, un travail de titan. Chaque coupeuse redescend avec son trophée, escortée par des ouvrières Atta plus petites qui la protègent de l'attaque des mouches parasites. En une nuit, un arbre peut être entièrement dépouillé de son feuillage. Si jour après jour, les chasses des fourmis nomades écitons modifient profondément les populations d'insectes forestiers, le pillage des feuilles par les Atta nuit après nuit a de fortes répercussions sur la vie des arbres. Dans la fourmilière, une succession de chambres creusées dans la terre.
Et partout pousse l'unique espèce de champignon qui sert de nourriture à tous les membres de la colonie. Il se développe sous la forme de filaments blancs sur les feuilles mâchées par les ouvrières. Les ancêtres des Hata auraient commencé cette culture il y a 60 millions d'années. Au fil du temps, une relation symbiotique s'est tissée. Le champignon ne peut pousser qu'avec le concours des Hata. Elles ne peuvent survivre sans le champignon. Des ouvrières 10 fois plus petites que les coupeuses transportent ces précieuses boulettes blanches pour nourrir les larves. Les fourmis s'occupent avec grand soin de leur champignonnière. Elles en lèchent la surface pour la maintenir propre. En bonnes agricultrices, elles traquent tout microbe qui pourrait la contaminer. Au fond de la fourmilière, on n'entend rien de la forêt. Un autre monde. À l'aube, c'est l'explosion des chants d'oiseaux. Leurs appels se répondent dans la canopée. Le matin est glorieux dans la forêt. Pour les animaux qui vivent le jour, c'est un moment de grande activité. Chacun chasse, récolte, butine, fouine. Dans le jardin de fourmis au bord de la clairière, les Camponotus sont en alerte. Quelques ouvrières Hata se sont aventurées sur le tronc qui supporte le jardin. Pas question que ces redoutables coupeuses de feuilles touchent à leurs plantes. Les Camponotus foncent sur ces intruses, leur sectionnent les pattes et les jettent dans le vide. Chacun chez soi. Il y a souvent ces petites escarmouches entre colonies voisines. Les plantes du jardin profitent pleinement de l'agressivité de leur jardinière. Protégées de tout herbivore ou destructeur de végétaux, elles sont en général en meilleure santé que leur alter ego dans la nature. Camponotus et Crématogaster ont su créer en bonne harmonie un véritable écosystème aérien. Il règne ici comme une ambiance de jardin d'Éden.
Une fourmi s'approche de sa sœur. Elle a faim. Les ouvrières Camponotus se nourrissent entre elles. Certaines espèces de fourmis ont 2 estomacs, un personnel et un autre appelé estomac social, qui lui permet de stocker de la nourriture et de l'offrir à une autre fourmi. Une solidarité entre les membres d'une même colonie, un secours qui n'est jamais refusé. Pour les dacétones, les fourmis à la tête en forme de cœur, le matin est le moment de la collecte de nourriture. À 30 mètres de haut, elles sortent en nombre d'un énorme trou, un des nids principaux de leur colonie. S'aventurer dans la forêt est dangereux. C'est le travail des ouvrières les plus âgées. Elles sont vieilles et donc plus aisément sacrifiables. C'est comme ça chez les fourmis. Pas de retraite paisible. Leur zone de chasse s'étend sur tout le réseau de branches qui abritent les nids. Ce phasme a raison de se faire discret. Les ouvrières chassent à vue et réagissent à tout mouvement dans un rayon allant jusqu'à 4,5 cm. Si certaines fourmis sont végétariennes comme les hatas, les dacétones sont résolument carnivores. Le phasme s'est sauvé trop tard. Il se fait attraper et sera consciencieusement écartelé. Au passage, les chasseuses goûtent à la lymphe verte qui sort de ses articulations. Une fourmi dacétone ne recule devant rien et peut attraper seule une proie plus grosse qu'elle. Mais si personne ne vient l'aider, elle sera incapable d'achever son énorme victime. Elle envoie alors un message olfactif à ses sœurs qui chassent dans les parages. Une, puis deux. Les autres ouvrières viennent à la rescousse. C'est bien la force des fourmis. La coopération active entre les individus qui semble s'organiser naturellement. Cette étonnante intelligence collective des sociétés d'insectes qui nous fascine tant.
Aujourd'hui, une sauterelle ne verra pas le soleil de midi. L'après-midi avance. Un peu plus loin dans la forêt, les écitons s'agitent. Les ouvrières ont vidé ce coin de ces insectes. Il faut trouver de nouveaux terrains de chasse. Bouger, toujours. C'est leur condition de chasseuses nomades. Elles emportent tout, le couvain et aussi les larves encore vivantes capturées lors de la chasse de la veille. Le déménagement durera des heures. 500 000 fourmis avancent en colonne dans la forêt et se rapprochent de la clairière. Pendant ce temps, dans le jardin de fourmis, les choses se gâtent. Les deux espèces jardinières connaissent quelques problèmes de cohabitation. Les petites crématogastères sont d'excellentes chasseuses. Mais voilà que déboule une de leurs chères voisines de nid, géante, une Camponotus. C'est une habitude qu'elles ont de venir chaparder les proies de leurs colocataires. Les crématogastères ne sont pas d'accord et du haut de leurs 3 mm défendent leur butin. Il y a parfois quelques limites à la bonne entente entre deux espèces de fourmis. Différence de taille, de force. À ce jeu, les Camponotus gagnent toujours. Pas de temps à perdre pour les crématogastères victimes de ce larcin. La fin du jour arrive. Comme dans la fable du volet qui devient voleur à son tour, elle se glisse dans la toile d'araignée voisine pour lui dévorer sa proie. La nuit dans la forêt n'est pas plus silencieuse que le jour. Bercée par le concert nocturne des crapauds au loin, la clairière est tranquille. Le déménagement des écitons continue. Il dure maintenant depuis plus de 4 heures. La colonne arrive en sous-bois, tout près de la clairière.
Alors que les 3/4 de la colonie sont déjà passés, une excitation s'empare du cortège. Une masse grouillante de soldats et d'ouvrières apparaît. La reine de la colonie arrive. Elle passe, à peine visible, portée par le mouvement frénétique de ses filles. Puis la reine nomade s'en va, dans la nuit. Sur la fin de la colonne, un crapaud démontre que même les féroces écitons peuvent aussi être mangés. Comme toutes les nuits, les Atas sont au travail. Un arbre en fleurs est la proie ce soir de leurs mandibules. La forêt se peuple alors de minuscules lutins. Le lendemain matin, la brume couvre la forêt de la montagne de Kau. Les chants d'oiseaux sont comme amortis par les langues de vapeur d'eau qui s'effilochent et déjà disparaissent sous l'effet de la chaleur. Ce matin, la communauté de la Clairière va connaître quelques troubles. Ce matin est celui de la guerre entre les fourmis. En sous-bois, les éclaireux écitons sont déjà partis. La chasse recommence. Dans la clairière, la colonie Ata est tranquille. Aucun son, aucune odeur ne peut encore avertir les ouvrières de la menace qui pèse sur leur couvain. La colonne des fourmis prédatrices approche. Elles ont cherché et fini par trouver. Les écitons sont une des rares espèces de fourmis à oser attaquer une forteresse Ata. Elle déboule dans une première champignonnière, proche de la surface, et sème la panique. Les chasses des écitons se ressemblent toutes, par leur rapidité, leur violence dévastatrice. Les assaillantes, à tête blanche, sont plus petites que les Atas, mais très agressives. Les combats s'engagent, corps à corps, mandibule contre mandibule. Dehors, la horde des écitons continue d'arriver. Les gardiennes Ata montent à la surface pour défendre l'entrée du dôme.
À l'intérieur, ce n'est plus une escarmouche entre colonies voisines, mais un véritable conflit. Ouvrières et soldates des deux espèces se battent jusqu'à la mort, les unes poussées par la faim, les autres pour protéger la descendance de leur colonie. Les écitons pénètrent plus avant dans la fourmilière et atteignent une des chambres où reposent des larves et des nymphes. Les petites ouvrières Atta font barrière avec leur corps et se battent à leur tour pour protéger leur couvain. Les écitons ressortent rapidement avec leur butin. Elles ne peuvent jamais aller très loin dans le dédale des couloirs de la fourmilière Atta. Elles savent prendre ce qu'elles ont à prendre et s'en aller. L'attaque est terminée. Aujourd'hui, la clairière aura connu 20 minutes de guerre entre ses fourmis. Si les sociétés de fourmis connaissent les conflits, la compétition, elles pratiquent aussi l'entraide entre sœurs et la collaboration entre espèces. Elles expérimentent, réinventent tous les jours les liens subtils et puissants qui unissent les êtres vivants et leur milieu. Elles nous offrent l'image d'une forêt qui vibre comme un seul organisme. Le calme est revenu dans la clairière. Les fourmis Atta ont repris leurs travaux. Les écitons reviendront sans doute, mais nul ne peut dire quand. Semer ici quelques désordres. Au-dessus, dans les arbres, les dacétones s'adonnent à leur activité préférée, la chasse aux insectes. Une libellule ne verra pas ce soir le coucher du soleil. Dans le jardin de fourmis, Camponotus et Crématogaster, réunis autour d'une goutte de nectar floral trempé de pluie, dévoilent encore une face cachée de leur cohabitation. Car si les deux voisines se disputent âprement les proies carnées, elles partagent toujours pacifiquement les nourritures sucrées.
Les fourmis sont apparues sur Terre il y a environ 120 millions d'années. Il nous reste tant de choses à apprendre sur elles.